comme ravie d'être parmi vous ce soir pour vous parler de l'apport de l'ostéopathie gynécologique et de la psychogénéalogie sur le chemin de l'enfantement. Et avec Caroline, on a pris beaucoup de plaisir à créer cette conférence qui permettent de faire le lien entre les maux du corps et les maux de l'inconscient, qui sont parfois un frein à la fertilité créative. Donc cette fertilité créative qui permet de faire un enfant, mais aussi de mettre en matière ses idées, ses projets, ses rêves, c'est exactement le même processus. Donc cette conférence est un premier chapitre à une autre conférence qui aura lieu ici, le 8 décembre, sur le thème de la naissance. Et donc je me présente, je suis Hélène Mouchin, masseur kinésithérapeute et ostéopathe, spécialisée en ostéopathie gynécologique et endocrinologique. Et ce soir, je vais vous expliquer ce que sont ces spécialités et en quoi elles aident à la fertilité. Et je vous donnerai en fin de conférence des outils très simples que vous pourrez mettre en pratique chez vous pour retrouver votre état d'équilibre hormonal, que vous cherchiez à avoir un enfant ou pas. Je vais laisser Caroline se présenter. Bonsoir à toutes et bonsoir à tous. Oui. Moi, je suis très heureuse aussi de vous voir et de vous rencontrer pour la plupart pour cette conférence. Donc avec Hélène, on avait à cœur de partager nos expériences parce qu'on s'est rendu compte qu'en travaillant toutes les deux, c'était vraiment une grande aide à l'accompagnement à la fertilité. Parce que Hélène, comme elle disait, elle travaille plus sur les mémoires du corps et moi plutôt sur les mémoires transgénérationnelles. Et les deux ensemble, c'est une super alchimie. Et déjà aussi, en tant que femme, on s'entend très bien et donc c'est facile, c'est fluide. Donc voilà, alors moi je suis donc Caroline Lemonnier, je suis installée en tant qu'analyste transgénérationnelle depuis une dizaine d'années. Donc j'ai été à Toulouse jusqu'à fin 2021, maintenant je suis à Lavore. Et voilà, j'organise des stages et des ateliers. Voilà, c'est un peu mon dada, la psychogénéalogie, mais j'ai aussi une formation de psychothérapeute. J'ai fait l'EFAPO, l'École française d'analyse psycho-organique, qui est un peu une thérapie qui allie le corps et l'esprit, donc avec des relaxations, des choses comme ça. Donc on va d'abord parler de nos approches respectives. Donc Hélène va développer l'ostéopathie en général. Après, moi, je parlerai du transgénérationnel. Et ensuite, on ira plus précisément dans la prise en charge de la fertilité par l'ostéopathie d'abord et par le transgénérationnel ensuite. Après, vous aurez tout loisir à la fin de la conférence de nous poser les questions, les choses qui vous ont interpellé ou les questions auxquelles vous avez pensé. Bien sûr, on répondra avec grand plaisir. Bon, je laisse Hélène, je laisse la parole à nouveau. Très bien. Bon, en quelques mots, je vais vous expliquer ce qu'est l'ostéopathie. Donc l'ostéopathie, c'est une thérapie qui va prendre en charge le corps humain dans sa globalité, parce qu'en fait, le corps humain, il est indissociable. C'est-à-dire qu'on est constitué de fascias qui font que tout est interconnecté à tout. Ce qui signifie que, par exemple, si on se fait une entorse de cheville, cette entorse de cheville, elle pourra avoir une répercussion à distance au niveau de la sphère pelvienne, mais elle pourra aussi avoir une répercussion au niveau du crâne. Et ce qui est important à savoir aussi, c'est que la mobilité définit la fonction. Si votre bras n'est pas mobile, il n'est pas fonctionnel. Et c'est exactement la même chose pour les glandes hormonales et les organes. S'ils ne sont pas mobiles, ils sont moins fonctionnels. Donc, je vous parlais de ces fascias qui font que tout notre corps est interrelié. Donc, ces fascias, c'est un petit peu comme une grande toile d'araignée qui nous compose. Et ce qui est important, c'est que ça va vraiment permettre cette communication du corps, de différentes parties du corps entre elles. Et une autre chose importante, c'est que ces fascias, ils sont dépendants de notre hygiène de vie, donc de notre hydratation en premier lieu, parce que le corps humain il est quand même fait de 70% d'eau, de notre alimentation, de notre activité physique, mais aussi de tous les paramètres extérieurs, notre environnement. Et ce qui va nous intéresser ce soir surtout, c'est que ces fascias, ils sont porteurs de mémoire. Que vous ayez eu un traumatisme physique ou un traumatisme émotionnel, on va le retrouver sous forme de tension dans le fascia. Donc pour assurer la mobilité qui assure justement la fonction des organes, on est composé de pompes musculaires, donc, qui sont au nombre de 4. Vous voyez, le périnée, le diaphragme thoracique, on a un diaphragme scapulaire et un diaphragme crânien. Et ces pompes musculaires, elles vont se contracter et se relâcher pour permettre justement aux organes d'être mobiles et du coup d'être fonctionnels.
Et c'est grâce à ça que notre système hormonal va pouvoir communiquer entre eux. Donc quand on est bien équilibré, ces diaphragmes, c'est un petit peu comme des raies manta qui nageraient de façon synchrone, un banc de raies manta, je ne sais pas si vous avez déjà vu ça, c'est magnifique. Et donc elles sont parfaitement synchrones, et ce qui permet à toutes les glandes hormonales d'être mobilisées de la même manière et de vibrer au diapason. Et de cela dépend notre humeur, une bonne humeur, notre énergie et notre fertilité. Donc, une fois qu'on aura regardé notre patient dans la globalité, qu'on aura remis les fondations de sa maison bien stable, donc déjà sa structure, son bassin, on va pouvoir le traiter en ostéopathie gynécologique. Donc ces techniques ne font pas du tout mal, parce que l'objectif c'est de relâcher et détendre le tissu, même d'être à l'écoute du tissu. Donc si on crée de la douleur, forcément ça ne marcherait pas. Donc les patientes en général viennent en seconde intention pour se faire traiter. Il existe des techniques par voie externe pour traiter en ostéopathie gynécologique et des techniques par voie interne. Ce soir, je vais vous développer les techniques plutôt par voie interne qui sont quand même plus spécifiques et qui auront tendance à tenir beaucoup plus dans le temps. Donc comme je vous le disais, tout est interrelié. Et on voit qu'au niveau de la sphère pelvienne, ça ne fait pas d'exception. Tout est interrelié par nos fascias, par des ligaments. Donc vous voyez, la vessie, l'utérus, le rectum, c'est un peu comme une cordée d'alpiniste. S'il y en a un qui s'effondre, il va faire tomber toute la cordée. Donc dans un premier temps, on traitera la vessie. Parce que cette vessie, si elle est en hypertonie, on va avoir des envies de faire pipi fréquentes. Si elle est basse, on aura peut-être un petit peu de pesanteur. Et parfois, on peut aussi souffrir d'infections urinaires. Et toutes ces tensions vont avoir un impact directement sur l'utérus. Ensuite, on va libérer l'utérus. Donc, je vous ai ramené un utérus taille réelle. Je te confie ça 2 secondes. Donc cet utérus, donc dans la physiologie, il est légèrement fléchi vers l'avant, mais il arrive que cet utérus il soit complètement fléchi en avant. Et si c'est le cas, du coup, ça va générer des douleurs de règles. Parce que complètement fléchi comme ça, il a du mal à se vider de son sang. Il va se contracter encore plus fort, ce qui va générer des douleurs de règles. Donc en ostéopathie, on s'assurera qu'il n'est pas trop fléchi vers l'avant. Pour les utérus rétroversés, là, c'est tout le corps utérin qui va regarder vers le ciel. Donc dans ces cas-là, c'est tout le poids des viscères qui va arriver sur le corps utérin et du coup générer un manque de mobilité qui peut générer un manque de fonction. Donc de la même manière, on libérera aussi cette position si c'est possible, parce qu'il y a certains utérus rétroversés, mais tant qu'ils sont mobiles, ça ne pose pas de problème, on n'aura pas de problème de fertilité. Donc on s'assurera que col et corps sont bien libérés l'un par rapport à l'autre. Et on libérera bien entendu les ovaires et les trompes. On ouvrira bien cet espace entre l'ovaire, la trompe et l'utérus pour permettre aux spermatozoïdes d'atteindre l'ovaire, de féconder l'ovule et que cet ovule puisse revenir vers le corps utérin. Donc une fois qu'on aura fait ça, on s'assurera que le col utérin il est bien relâché afin que ce col utérin il soit bien en face de la sortie pour que les spermatozoïdes ne se perdent pas en chemin. Et aussi s'assurer que ce col utérin il soit ouvert. Et ce qui est important à savoir, c'est qu'on est capable d'ouvrir notre col utérin en conscience. Et ça, c'est quelque chose qui est assez important à savoir, c'est qu'on peut très bien visualiser son col utérin en train de s'ouvrir. Donc moi, c'est vrai qu'au cabinet, j'utilise une petite technique de visualisation où je me mets vraiment en regard du petit trou du col utérin et puis je dis à la patiente, imaginez qu'il y a une belle fleur là sous mon doigt. Et imaginez que vous lui souriez et que vous ouvrez ses pétales, pétale par pétale. Et comme ça, cette patiente, elle va pouvoir s'ouvrir. Et donc, si elle a des douleurs de règles, plus facilement vider son sang, mais aussi s'ouvrir à recevoir la vie pour faire en sorte que le col il soit bien ouvert aussi pour recevoir les spermatozoïdes et donc créer un bébé. Voilà. Comment on fait les bébés? Voilà. Alors... Donc, ensuite, une fois qu'on aura tout bien libéré, on veut que ça tienne dans le temps, donc on va s'occuper du périnée. Et ce qui est intéressant, parce que ce périnée, c'est quand même un grand symbole, parce que déjà, rien que le mot périnée, en latin, c'est perineus, qui veut dire autour du temple, autour des ancêtres. Pour dire à quel point c'est une zone qui est chargée en mémoire, un véritable disque dur. Et donc, ce périnée, il a 3 fonctions.
il a un rôle moteur, un rôle nourricier, un rôle de soutien. Donc ce rôle moteur, on peut imaginer un petit peu ce périnée comme une voile de bateau. Si la voile de bateau elle est trop tendue, le bateau ne va pas bien avancer. Ou dès qu'il y a une bourrasque de vent, il va avancer de façon anarchique. Donc ça peut créer un état, justement, on a du mal à se poser, on est toujours un petit peu en train de faire. Et on est dans cet état un petit peu de tension intérieure, on va avoir du mal à évacuer avec un périnée tendu. On risque de souffrir de constipation, d'hémorroïdes et parfois souffrir lors des rapports sexuels, ce qui n'est pas facile de concevoir dans ces conditions. À l'opposé, on peut avoir une voile de bateau qui est complètement relâchée. Et dans ces cas-là, le bateau il reste sur place, et à force de rester sur place, tous les organes ils vont avoir tendance aussi à descendre. Donc, ce qui va entraîner parfois des problèmes d'incontinence, des états de pesanteur, et puis un état vraiment où on a du mal à bouger de chez soi, quoi. On est le bateau qui reste sur place. Donc on peut perdre un petit peu en état de confiance. Et puis cette voile de bateau, elle a aussi son histoire. Elle a pu être abîmée, elle a pu être souillée avec le temps, elle a pu être un peu déchirée. Et donc le fait d'aller travailler sur ce périnée en ostéopathie, ça va permettre de ramener de la conscience sur cette voile de bateau pour apprendre à l'aimer à nouveau et pouvoir faire en sorte que ce bateau, il avance sur notre océan intérieur. Donc il a également un rôle nourricier, ce périnée. On peut imaginer le corps humain un petit peu comme un arbre, où à partir de nos racines, à partir de notre nombril, partiraient nos racines. Donc c'est un lieu de passage très important, un carrefour vasculo-nerveux très important. Ce qui signifie que s'il y a un état de tension, ça va couper un peu les racines. Ça va empêcher la vascularisation correcte des jambes ou la vascularisation correcte du petit bassin, donc des organes, donc modifier un peu la fonction. Et s'il y a des nerfs qui sont pincés, ça va entraîner des cruralgies, des sciatalgies, des pubindalgies. Donc c'est important aussi qu'il soit bien relâché par rapport à ça. Et enfin, il a un rôle de soutien. C'est un fauteuil, ce périnée. C'est là où on s'assoit. Donc là aussi, la qualité de l'assise est variable. Chez certaines personnes, elles seront sur un fauteuil design. Il est super joli à l'extérieur, mais en fait, on n'est assis que sur une fesse et on n'arrive pas à rester chez soi. On est toujours en mouvement, on n'arrive pas à se poser, c'est pas une assise confortable. Ou au contraire, l'assise elle peut être complètement molle, complètement relâchée, c'est ce fauteuil carnivore là. On n'arrive plus à bouger, on n'a plus l'élan de faire, quoi. On est dans cet état d'être, on est enfermé dans ses pensées limitantes, dans son passé, voilà. Et donc c'est pas évident. Donc voilà, le rôle de l'ostéopathie, ça va être de remettre vraiment ces patients à leur place, de leur retrouver un fauteuil confortable dans lequel ils sont chez eux, dans leur fauteuil périnéal. Et donc cet objectif de libération tissulaire, bien entendu, elle a un rôle tout à fait mécanique, le fait de libérer la mobilité des organes pour qu'ils soient fonctionnels, bien sûr. Et puis, bien entendu, mettre en lumière ce qui se passe dans ce disque dur périnéal qui va nous mettre en lumière certains traumatismes physiques, mais pas que. Je vais un peu vite. Aussi des chocs émotionnels, tout ce qui va être... tout ce qui va faire qu'à un moment dans notre vie, il y a eu une sorte de coupure et que, il y a eu peut-être une séparation, un décès dans la famille, et tout ça, ça va rester ancré dans nos fascias. Mais ne vous inquiétez pas, c'est pas irréversible, on peut tout à fait réinitialiser ce disque dur. Et donc voilà, c'est vraiment un disque dur qui est loin d'être neutre lorsqu'on arrive, parce que on a déjà un disque dur en nous quand on arrive, mais en plus de ça, on arrive au cours d'une histoire qui est déjà écrite, et on va poursuivre cette histoire. Et Caroline en parlera beaucoup mieux que moi au niveau des mémoires transgénérationnelles et tout ce qui peut se passer justement au niveau de ces fascias. Voilà, donc l'objectif, ça va être vraiment de revenir habiter son corps en conscience pour retrouver sa place, être acteur aussi de sa propre libération et bien sûr être bien ancré dans l'instant présent, parce que quand on est bien ancré dans l'instant présent, on est bien équilibré au niveau hormonal. Et quand on libère ces tissus, il est possible qu'il y ait des mémoires très importantes, donc des libérations émotionnelles aussi assez importantes, et qui peuvent inviter à aller voir un petit peu plus loin, à investiguer un petit peu plus loin sur son histoire. Merci. Donc, nous voilà donc arrivés à la psychogénéalogie. Donc, c'est Anne Ancelin qui, en France, a un peu initié la psychogénéalogie avec Aïe mes aïeux, notamment parce qu'elle s'est rendue compte un jour en allant voir une femme qui avait un cancer du sein à 35 ans, que cette femme
sa mère avait eu aussi un cancer du sein à 35 ans. Donc elle s'est dit, ah c'est bizarre, même maladie, au même âge. Donc elle a commencé à investiguer un petit peu et elle s'est rendue compte que le vécu de nos ancêtres pouvait avoir un impact sur nous, leurs descendants. Donc c'est pas vraiment... Bon alors il y a les épreuves, il y a les événements douloureux, les deuils, tout ça, ça constitue des traumas, mais c'est pas vraiment l'histoire qui se transmet, c'est plutôt la charge émotionnelle qui est liée à ce trauma. Si vous avez par exemple une arrière-grand-mère qui meurt en couche, vous ne l'avez pas connue et probablement votre mère non plus, mais par contre, elle va laisser dans l'inconscient familial une peur de « voilà, si j'accouche, je peux mourir ». Et c'est cette trace émotionnelle que la psychogénéalogie tend à mettre en lumière et à lever pour enlever les peurs. Donc ça génère des blocages, des difficultés à faire quelque chose et que l'on doit solutionner parce que sinon ça se transmet aux générations suivantes. Donc la charge émotionnelle, elle se transmet quand on est en lien avec un ascendant. Parce que quand il y a une grande famille, quand on est 6, on ne récupère pas tous les charges de tous nos aïeuls parce que sinon ça ferait un peu beaucoup. Donc il y a plusieurs façons d'être en lien avec son ascendant. Ça peut être par exemple par le prénom. Vous portez le prénom de votre grand-mère, vous êtes en lien avec elle. Ou alors ça peut être des prénoms approchants. Ou alors ça peut être aussi par une cohérence de dates. Donc les dates, en psychogénéalogie, il y a 4 dates qui sont importantes. C'est date de conception, date de naissance, date de mariage, date de décès. Donc, ce qui va être intéressant pour vous dans vos arbres, c'est de regarder les gens qui sont nés soit 3 mois avant vous, soit 3 mois après vous. Si vous êtes né, par exemple, un 15 juin, donc vous allez être en lien avec tous les gens qui sont nés ou décédés, ou qui se sont mariés autour du 15 juin, mettons entre le 12 et le 17 juin. Vous allez être en lien avec les gens qui sont du 15 mars, parce que pour naître le 15 mars, ils ont été conçus le 15 juin. Et vous allez aussi être en lien avec les gens qui sont du 15 septembre, parce que votre date de conception est au 15 septembre. Donc c'est toujours intéressant de regarder 3 mois avant, 3 mois après. Et moi, je regarde aussi à 6 mois, parce qu'à 6 mois, il y a aussi, ça fait 3, 6, 9, 12. Donc c'est aussi intéressant de regarder à 6 mois. Donc, et les dates, en fait, ce que j'ai vu, moi, dans ma pratique, quand on est en lien avec un ancêtre, en tout cas par une cohérence de date, c'est souvent... ça donne une intensité émotionnelle à la relation. C'est-à-dire que souvent, ce que je vois, c'est que soit c'est des personnes qui vont être distantes, un peu chien et chat, soit ça va être des personnes qui vont être super proches, voire fusionnelles. Et des fois, ça peut passer de l'un à l'autre. On peut être fusionnel dans l'enfance et puis s'éloigner à l'âge adulte, ou inversement, ou ça peut être des phases 6 mois, selon ce qui se passe. Mais ça, c'est des liens qui sont très forts. C'est vraiment des liens transgénérationnels. Pour moi, il y a les liens de parenté classiques. Dans votre famille, vous avez un père, une mère, etc. Donc vous êtes en parenté classique avec ces personnes-là. Vous avez le lien affectif. Vous pouvez avoir une amie, il lui arrive quelque chose. Ça va vous toucher émotionnellement. Donc il y a un lien qui est fort. Et il y a tous les liens transgénérationnels qu'on ne voit pas, qui sont un peu sous-jacents, que moi, par la psychogénéalogie, j'essaye de mettre en lumière parce que ces liens-là sont hyper actifs. Et donc c'est important de les déceler et de voir aussi avec quel ancêtre vous êtes en lien. C'est important parce que ça permet aussi d'aller voir qu'est-ce qu'il a vécu et en quoi son histoire impacte votre histoire. Donc après, on peut être en lien par un événement similaire. Par exemple, je le vois beaucoup dans les couples, les gens qui se marient ensemble. Ils ont par exemple un des parents qui est mort jeune, tous les deux, ou ils ont perdu un frère ou une sœur, ou ils ont dans leur famille des mémoires de guerre ou des mémoires d'immigration. Les Italiens peuvent se marier ensemble, ou même des Italiens, des Espagnols qui sont arrivés en France à peu près à la même époque. Voilà, ils ont un vécu commun, et donc ça donne une base en fait. Et bon, l'amour c'est très bien, hein, mais il n'y a pas que ça en fait. Derrière, il y a plein d'autres choses. Et c'est intéressant aussi d'aller regarder pourquoi on a envie, en tout cas, d'être en couple avec quelqu'un et pourquoi on fait un enfant avec cette personne-là. Ça parle aussi beaucoup des histoires de chaque famille. Après, on est aussi en lien avec les ancêtres par la place qu'on occupe dans sa fratrie. Si vous êtes l'aîné, vous êtes en lien avec tous les aînés. Si vous êtes le troisième, vous êtes en lien avec tous les troisièmes.
Et donc ça, c'est intéressant parce que vous êtes dans l'énergie de la place. Alors évidemment, à cette place, il faut aller voir s'il n'y a pas eu des fausses couches et des avortements, parce que ça va être à prendre en compte. Et on ne le sait pas forcément. En tout cas, de nos grands-mères, c'est difficile de savoir, souvent. Et on peut être en lien aussi par une connexion émotionnelle, c'est-à-dire que moi, ce que je vois beaucoup maintenant, c'est les hypersensibles. Les hypersensibles, ils sont beaucoup en lien avec le parent hypersensible. Si les deux parents ne sont pas hypersensibles, ils vont être plus facilement en lien avec leurs parents hypersensibles parce qu'ils ont une gestion de l'émotion qui va être la même. Donc ça va faire une connexion d'âme un petit peu. Et comment se manifeste la charge émotionnelle ? C'est soit par un mal-être récurrent, quelque chose que, voilà, par exemple, moi j'aime pas le mois d'août il fait chaud, j'aime pas le mois d'août. Moi, je vais aller regarder qu'est-ce qui s'est passé au mois d'août qui fait que les mois d'août sont si complexes. Ça peut être par un blocage, difficulté à concevoir un enfant, difficulté à quitter la maison familiale, difficulté à trouver un conjoint, par exemple, ou un travail, garder un travail. Ça peut être regardé en psychogénéalogie. Et ça peut être, bien sûr, par une manifestation physique. Donc, vous avez mal au dos ou une maladie particulière, comme l'asthme, par exemple. Ou alors, ça va être par une émotion. Ça peut être des peurs, comme je disais tout à l'heure, la peur d'accoucher. Ça peut être de la colère, ça peut être de la tristesse aussi par rapport au deuil non fait, des gens qui sont partis trop tôt, trop vite, trop brutalement. Ça va créer des émotions qu'on va porter, et c'est pas forcément les nôtres. Ça peut être des émotions que vous recevez de votre mère ou de votre grand-mère qui a perdu sa mère très jeune, et ça fait un peu boule de neige. Donc quand je parle de transmission, il y a deux types de transmission. Il y a les transmissions conscientes qui vont être par une décision, une ressemblance ou un choix, c'est-à-dire vos parents vous ont donné votre nom, donc ça ils vous ont reconnu, et en ça c'est une transmission consciente. Ça peut être vous faites quelque chose, vous montrez à votre enfant comment faire du vélo ou comment dresser une table. Ça, vous allez lui parler, vous allez lui montrer comment c'est. Il va vous écouter, vous allez échanger. Voilà, ça c'est une transmission consciente. Ça peut être aussi par héritage ou donation au moment des successions. Vous héritez d'un terrain, d'une maison. Ça peut être une caractéristique physique. Enfin, nous, par exemple, dans ma famille, on est tous grands, parce qu'on est tous... pourtant, ma mère était méditerranéenne, mais elle était grande aussi. On est tous grands, et moins d'1m70, chez nous, ça n'existe pas. Donc, c'est simple. Après, ça peut être aussi les yeux bleus, les parents qui font des yeux bleus, qui ont les yeux bleus, tous les deux, ils ont des enfants aux yeux bleus. Voilà, c'est ce genre de choses. Et ça peut être aussi... un don pour la musique. On parle beaucoup, souvent, des familles de musiciens, des familles d'artistes ou d'acteurs. Ça, c'est des choses qui se transmettent. C'est comme s'ils avaient ça dans leur gène et qu'ils transmettaient ça. Et après, il y a les transmissions inconscientes. Donc, ça peut être, par exemple, comme je disais tout à l'heure, une femme qui meurt en couche, elle va transmettre dans l'arbre la peur d'accoucher. Parce qu'il y a eu, dans l'inconscient familial, donc l'inconscient familial, c'est en fait toutes les personnes qui appartiennent au même clan. Elles font partie de la même famille, donc elles font partie de cet inconscient familial. S'il y a un drame dans cette famille, ça va impacter tous les gens de cette famille-là. Alors à des degrés différents, évidemment, parce que les hommes vont être moins concernés par les accouchements, mais quand même, ils peuvent aussi avoir des problèmes pour concevoir des enfants, mais ça va se matérialiser autrement. Donc il peut y avoir ça, ou ça peut être par exemple un traumatisme qui laisse une émotion. Une femme qui voit une de ses amies se noyer, par exemple, dès que ses enfants vont s'approcher de l'eau, eh bien, elle va avoir le cœur qui bat, elle va avoir les mains moites, la respiration haletante. Et ses enfants vont se dire « Ah, maman, elle n'est pas comme d'habitude ». Et ils vont bien le sentir, et ça transpire un peu. Et l'idée de la psychogénéalogie, c'est vraiment d'aller voir ces choses-là pour les mettre en lumière, pour pouvoir les évacuer. Donc le travail en psychogénéalogie, donc ça va être des allers-retours entre votre vie et la vie de vos ancêtres. En fait, moi, je vais partir de votre demande et je vais aller voir qu'est-ce qui s'est passé plus haut, avec qui vous êtes en lien, et puis qui a vécu un peu la même chose que vous, ou est-ce qu'il y a des répétitions dans l'arbre qui peuvent me faire des liens et mettre à jour des répétitions et des transmissions inconscientes. Donc il faut d'abord
savoir qu'une répétition dans un arbre, en fait, ça vient souvent avec soit une situation qui se termine mal, quelqu'un qui meurt brutalement, etc., ou quelqu'un qui part, qu'on ne revoit pas, ou une émotion qui reste en suspens, un divorce qui se passe mal, par exemple, ou un enfant qui meurt petit. Tout ça, ça va laisser des traces émotionnelles dans l'arbre, et ça fait comme des cryptes. Et on va aller chercher ces cryptes, parce que cette situation de souffrance qui n'est pas résolue, en fait, elle demande à être réglée pour ne pas se transmettre aux générations suivantes. Et tant que c'est pas réglé, c'est comme un peu le principe de la patate chaude, ça se transmet de génération en génération jusqu'à ce que quelqu'un s'en occupe. Donc l'idée, c'est donc de mettre à jour les transmissions inconscientes et d'aller donc investiguer dans la famille sur les événements douloureux dont on parle peu. Les gens n'aiment pas parler ça. Des fois, il y a des gros traumas, des accidents de voiture. Nos ancêtres, ils n'avaient pas beaucoup l'habitude de parler. Souvent, ils gardaient tout à l'intérieur et puis ils mettaient ça sous le tapis. Ils essayaient de vivre comme ils pouvaient. Et il y a beaucoup de... Moi, je vois beaucoup de familles... Pour moi, le cancer, c'est notamment une maladie comme ça, où on n'a pas exprimé du tout ses émotions, et où, à un moment, l'organe, si c'est de la tristesse, ça va être les poumons, si c'est de la colère, ça va être le foie. Ça vient se loger, cette énergie contenue de l'émotion vient se loger sur un organe, et l'organe, il s'affaiblit jusqu'à ce que la maladie arrive. Donc c'est important d'aller regarder les événements douloureux, les deuils non faits, les chocs émotionnels, quelqu'un qui part brutalement, quelqu'un avec qui on se fâche, ou un accident, les ruptures, tout ce qui a été un peu traumatique dans l'arbre, c'est bien d'y aller. Alors après, c'est pas toujours facile, hein, parce que souvent nos parents ou nos grands-parents, ils n'ont pas trop envie de parler de ça, donc il faut y aller un peu, on marche un peu sur des œufs, et il y a toujours quelqu'un qui s'y colle dans la famille. Et des fois, c'est un peu difficile. Alors moi, je dis des fois, on peut prendre des photos et amener des photos et dire tu peux pas me raconter la vie d'un tel, et de remonter comme ça petit à petit avec des médias. Parce que les gens aussi, ce qu'ils me disent, c'est qu'ils veulent pas voir les ancêtres pleurer. Mais d'un autre côté, quand on pleure, on libère de l'émotion. Et ça, c'est vraiment super. Et nos grands-parents, nos arrière-grands-parents, ils n'ont pas l'habitude de faire ça. Donc ils ont tout gardé à l'intérieur. Et c'est difficile de les faire parler. Mais d'un autre côté, ça leur fait du bien, c'est sûr. Donc laisser parler la mémoire de l'arbre, c'est-à-dire écouter la famille qui a vécu cette situation. Si on reprend l'exemple de cette femme morte en couche, on peut se demander qui était là. Est-ce qu'elle avait encore ses parents ? Est-ce que son mari était là encore avec elle ou pas ? Est-ce qu'elle avait d'autres enfants ? Est-ce que l'enfant... qui venait naître, est-ce qu'il a vécu ou pas ? Et qui va s'occuper des enfants plus tard ? Est-ce que c'est le père qui va s'occuper des enfants ? Est-ce que c'est les grands-parents, paternels, maternels ? Est-ce qu'il y a des liens qui sont restés avec la branche maternelle si les enfants sont partis à la branche paternelle ? Toutes ces questions-là, ça permet de remettre la personne qui est partie au centre. Parce que souvent, quand les gens meurent brutalement, c'est tellement douloureux d'en parler qu'on préfère même plus prononcer son prénom, et c'est comme un endroit dans la famille où on n'a pas le droit d'aller, et c'est une façon encore d'exclure cette personne-là. Et le travail en psychogénéalogie, ça va être vraiment de redonner une place, c'est-à-dire d'avoir des photos, de parler de cette personne-là, de qu'est-ce qu'elle aimait, est-ce qu'elle aimait cuisiner, est-ce qu'elle aimait les fleurs, est-ce qu'elle était contente d'avoir des enfants, qu'est-ce qui la faisait rire, quels sont les lieux qu'elle habitait, quelle était sa maison. Voilà, à partir du moment où on parle d'elle, c'est une façon de lui redonner sa place. Et surtout, c'est une porte sur l'émotionnel de la famille qui a perdu quelqu'un de cher et brutalement. Donc, quand est-ce que ça s'est passé ? Est-ce que ça s'est passé à l'hôpital ? Est-ce que ça s'est passé à la maison ? Et puis après, voilà, quelles sont les conséquences donc, pour les autres personnes autour. Donc ça permet pour nos ancêtres de prendre conscience déjà de leur vécu, de ce qu'ils ont vécu. Ça permet d'avoir de l'empathie, parce que des fois, quand on a l'histoire de la famille, des fois il y a des choses qu'il faut aller vérifier, parce que
Des fois, on me dit « Ah oui, moi, ma mère a perdu son père, elle avait 6 ans, et en fait, il s'avère qu'elle n'en avait pas 6, elle en avait 8, mais c'est pas grave en soi. Mais ce qui est intéressant, c'est de remettre les choses vraiment en place. Et ça permet aussi de comprendre, en fait, d'avoir de l'empathie et d'aller voir un peu qu'est-ce qui s'est passé pour eux, et d'aller voir un peu plus loin en fonction des dates, en fonction des événements. Après, on peut s'appuyer sur des choses comme le livret militaire. On peut aller voir des gens de la famille, mais aussi il y a des amis, des voisins, des gens qui ont connu les parents, les grands-parents, qui peuvent dire des choses. C'est pas juste la famille. Ça peut être les gens qui ont travaillé dans la famille, qui connaissent des choses. Donc ça permet de comprendre, d'accepter leurs décisions, d'intégrer, de voir la trajectoire souvent du secret ou du non-dit, ou aussi des émotions, de cette charge émotionnelle dont je parlais tout à l'heure. Ça permet de régler une situation qui reste en suspens et qui va permettre déjà de recréer du lien dans le clan, mais aussi pour la personne qui vient voir, pour elle, ça va lui permettre aussi de lâcher des choses et de pouvoir reprendre le cours de sa vie, c'est-à-dire en faisant un rituel. Alors, Alexandre Jodorowsky parlait pas mal de rituels. Il en avait un que j'aimais bien, moi, quand il voulait parler à des gens qui ne voulaient pas l'écouter. En fait, il écrivait une lettre, il brûlait cette lettre, il faisait un gâteau, il mettait les cendres dans le gâteau et il invitait les gens à manger le gâteau. Et comme ça, il arrivait à dire ce qu'il avait à dire. Bon, il en a fait plein des rituels. Et donc, les rituels, ça permet de dire à l'arbre, ok, j'ai bien compris qu'il y avait quelque chose qui a dysfonctionné, quelque chose qui a été douloureux pour ma famille, mais maintenant, moi, en tant que descendant, je veux reprendre le cours de ma vie et je veux faire un pas en avant. Donc, ça veut dire faire quelque chose qui dit vraiment dans le réel, voilà, maintenant, la vie reprend son cours, c'est important. Donc ça permet de se décharger d'une émotion qui n'est pas la nôtre et qui peut nous impacter longtemps et gravement. Et se libérer des transmissions inconscientes. Et puis aussi arrêter la transmission aux descendants, parce que si vous ne vous en occupez pas, c'est vos enfants qui s'en occuperont. Donc voilà. Et donc ça permet d'avoir un arbre apaisé. Donc pour les défunts, ça permet d'avoir chacun à sa place, parce qu'il y a aussi des fois des problématiques de place, de retisser du lien, d'honorer leur mémoire et qui leur permettent de reposer en paix. Il y a une forme d'empathie qui se met en place et on pardonne. Et c'est plus apaisé là, parce qu'on comprend les choses. À force d'aller voir plus haut, on comprend déjà leur vie, comment ils ont vécu, quels choix ils ont dû prendre, quelles décisions ils ont dû prendre. Le fait d'aller un peu explorer qu'est-ce qui se passait au moment de la guerre, etc., ça nous permet de mieux comprendre et de mieux accepter. Et pour nous, en fait, voilà, nous aussi, ça nous permet de prendre notre juste place, de retrouver notre libre arbitre, donc de ne plus être ballotté par cet inconscient familial qui était douloureux, de lever le blocage et la difficulté, d'arrêter la transmission, bien sûr, et aussi d'apaiser l'arbre. Donc c'est bien et pour eux et pour vous. Et donc ça permet de construire sa vie, de continuer son chemin, et donc de pouvoir aller concevoir un enfant, et donc d'aller voir Hélène, qui va vous préparer. Un ostéo qui travaille en gynéco. Et donc là, je vais vous expliquer un petit peu quels sont les troubles qu'on peut retrouver justement en ostéopathie et qui peuvent générer des problèmes de fertilité. Donc il y a 2 types de troubles possibles. Donc soit ça vient du crâne, soit ça vient directement des organes pelviens, soit ça vient des deux. Ça, c'est pas de bol, mais ça arrive assez souvent. Et donc pour l'origine centrale, il faut savoir que sur un corps humain vivant, les os du crâne, ils sont mobiles. Ça fait un peu comme un ballon qui se gonfle et qui se dégonfle. Et grâce à ça, votre cerveau il est bien vascularisé, bien innervé, et toutes les glandes hormonales qui sont à l'intérieur de votre cerveau vont pouvoir communiquer avec les glandes périphériques. Donc c'est assez important. Et grâce à ça, du coup, on a cette communication hypothalamo-hypophysaire, ovarienne ou testiculaire qui va permettre du coup une bonne spermatogénèse et une bonne ovogénèse. Les troubles, donc au niveau des signes cliniques qu'on va retrouver quand on a des problèmes d'origine crânienne,
à 100% des cas, on va retrouver une fatigue le matin au réveil. Donc si vous êtes fatigué le matin au réveil, c'est qu'en général, voilà, votre crâne n'est pas d'une grande mobilité et que la glande pinéale située à l'intérieur de votre cerveau, elle n'a pas pu régénérer toutes vos autres glandes pendant que vous dormiez. Parce que le corps, il s'auto-traite, il s'auto-guérit la nuit. Et donc, ça veut dire qu'en gros, vous aviez branché votre câble de portable de travers et vous commencez la journée à 30% de batterie. Et dans ces cas-là, on n'est pas très sympa. On peut avoir des troubles de l'humeur parce que le corps, il est en état de lutte, il est toujours en état un petit peu de survie. Donc... Et au niveau des signes cliniques aussi propres à un traumatisme d'origine crânienne, on peut avoir une altération de l'odorat. Donc parfois, si on a pris un choc sur la face ou sur la tête, on peut avoir un odorat qui est complètement absent ou au contraire complètement exacerbé. Ça, c'est des signes aussi cliniques qui peuvent se dire, tiens, il y a peut-être un truc. Chez la femme, on risque de retrouver des troubles du cycle avec des absences de règles, des aménorrhées, donc des cycles longs supérieurs à 32 jours, des cycles courts inférieurs à 24 jours, des cycles sans ovulation, et des cycles de mauvaise qualité ovulatoire. Donc, dans les cycles de mauvaise qualité ovulatoire, on risque d'avoir des fausses couches à répétition et parfois même des œufs clairs. C'est-à-dire qu'en fait, il y a eu une cinétique de fécondation qui ne s'est pas poursuivie et que c'est une poche qui continue en fait à se créer et qui est appelée œuf clair. Au niveau de l'origine locale, et du coup, comme on l'a vu tout à l'heure, si les organes pelviens, si l'utérus n'est pas mobile, forcément, il va être moins fonctionnel. Et donc, au niveau des signes cliniques, si on a un utérus qui n'est pas mobile, il va se contracter comme un fou et il va vous créer un cycle douloureux. Et quand on a mal, en général, on n'est pas très sympa. On peut avoir des troubles de l'humeur, ce qui est normal. On devient un gremlins. Et c'est pas normal d'avoir des douleurs pendant les règles. On peut avoir aussi des ovaires polykystiques, des fibromes, parce que forcément, ces ovaires ne sont pas mobiles, ils n'arrivent pas à se drainer des follicules, donc ils grossissent, ils grossissent, ils grossissent, et c'est exactement la même chose pour l'utérus. Il peut développer des fibromes. On peut avoir des endométrioses qui s'aggravent, parce que cet emballement tissulaire dont reparlera Caroline à sa façon, justement, si l'utérus n'est pas mobile, le sang qui reflute, il va encore plus se coller, ça va encore plus créer d'adhérence, et donc on aggrave le problème. Au niveau des origines locales, il y a aussi toute la qualité tissulaire du périnée, donc tout ce qui va être mycose, sécheresse, inflammation, et tout ça va générer des douleurs au rapport sexuel et parfois empêcher les rapports sexuels. Donc ça, c'est quelque chose qui est assez fréquent et qui se traite très bien. Et c'est vrai que c'est important de savoir que, voilà, grâce à l'automassage du périnée, grâce à cette invitation de notre corps à aller voir ce qui se passe plus bas, en ramenant notre conscience dans notre périnée, on peut tout à fait se libérer de ces problèmes-là. Parce que l'idée, c'est quand même de concevoir un enfant dans le plaisir et dans l'amour, sinon c'est pas très sympa. Voilà. Donc au niveau de l'accompagnement, l'ostéopathie gynéco, c'est très très complémentaire de tous les traitements de procréation médicalement assistée. Donc en général, on traitera en amont, bien sûr, tous les examens, s'il y a un spermogramme qui va être prévu, s'il y a un prélèvement d'ovocytes, s'il y a une implantation prévue, bien sûr, on se verra en amont pour bien préparer le corps, bien préparer ce bel équilibre hormonal qui va faire que le petit nid, il est dans les meilleures conditions du monde pour conserver le bébé. On traitera beaucoup le foie dans le cadre de la PMA parce qu'effectivement, c'est le premier qui va souffrir de ce surplus hormonal. C'est l'usine d'épuration de notre corps. C'est lui qui va nettoyer le sang, mais c'est aussi un lieu de synthèse très importante au niveau des hormones. Donc on s'assurera qu'il est bien mobile, ce qui va le drainer. Et là, je recommande aussi en parallèle tout ce qui va être yoga hormonal. J'ai vu que tu avais un truc sur le yoga hormonal. Donc les autopompages. Donc vous avez un yoga hormonal assez connu qui s'appelle les 5 Tibétains, pour retrouver sur YouTube. Il y a plein de versions possibles. Il est vraiment pas mal pour justement faire ces autopompages, pas que du foie, de toutes les glandes. Et bien sûr, on va relancer le métabolisme hépatique avec une alimentation équilibrée, avec une bonne hydratation. Le foie, il aime bien le chaud, il aime bien boire chaud, mais de l'eau. Et le chardon-marie, c'est une bonne aide aussi. C'est que des plantes, ça va graisser un peu la pâte des ouvriers de l'usine d'épuration et ça va relancer le métabolisme. On va aussi traiter les reins, parce que les reins, c'est les fondements de la vie. C'est là qu'on a toute notre réserve d'énergie au niveau hormonal. C'est là, c'est nos ailes. Et c'est aussi ce qui nous permet de gérer le stress. Il faut savoir que
quand on est sur un parcours de PMA, en général, on est pas mal stressé. Ce qui est un problème, puisque sous stress, personne n'est fertile. Puisqu'on est en état de survie, sous stress, eh ben, on ne va pas pouvoir créer la vie. Donc, pour pouvoir sortir de cet état de stress, rien de mieux que de couper un petit peu son emploi du temps très très chargé, d'essayer de se trouver des journées pour soi, des temps calmes, se mettre en rapport avec l'eau. Les reins, ils adorent, hein, les bains, la mer, ça, c'est super, les vacances à la mer pour les reins, c'est génial. Et puis bien sûr, beaucoup boire. Hein. Il y a des gros problèmes, en fait, c'est des fois très simple, des problèmes de fertilité, mais c'est juste parce qu'on est déshydraté. Donc voilà, l'hydratation, c'est hyper important. Et se coucher tôt, toutes les heures avant minuit, vont vraiment régénérer les reins. C'est vraiment ce qui va aider les reins à se requinquer. On traitera bien entendu la thyroïde. La thyroïde, c'est un peu le chef d'orchestre de toutes nos glandes. C'est elle qui va rythmer notre cadence intérieure, hein, qui va faire en sorte que tout se passe bien, mais qui va aussi essayer de l'harmoniser avec notre cadence extérieure. Donc c'est une sacrée mission. Hein. Donc c'est vrai que les gens qui sont toujours en train de faire, de courir partout, là, ceux qui sont sur un fauteuil périnéal pas du tout confo, là, qui n'arrivent pas à se poser, eh ben, on peut avoir un problème d'hyperfonction thyroïdienne. Donc là, on va les inviter plutôt à ralentir, à méditer, à faire du yoga hormonal, à se détendre. Et à l'opposé, si on est sur un fauteuil plutôt carnivore où on n'arrive plus à bouger, là, voilà, le rythme intérieur, il est très bas. Donc là, on va être plutôt sur de l'hypofonction. Donc là aussi, le yoga hormonal, c'est super bien. Les bains de mer, l'iode, tout ça, ça va être top. Donc cet équilibre interne, donc moi, c'est vrai que c'est un chemin que j'ai emprunté moi-même. Hein, le chemin de la fertilité, c'est grâce à ça que je vous parle d'ailleurs ce soir. C'est vrai que la place du couple sur le chemin de la fertilité est loin d'être évidente, parce que ça impacte directement notre essence. C'est vrai qu'en tant que femme, la femme se doit de concevoir, c'est naturel, c'est quelque chose... Et dans la société, on n'arrive pas à concevoir, donc directement, on est impacté directement dans notre essence féminine propre. Et c'est pareil pour les hommes, viril, il doit être puissant, il doit être fertile. Et donc, notre équilibre intérieur va être modifié à cause de ça, directement. Il faut savoir que la sphère pelvienne, c'est un peu à l'image de notre petit couple intérieur. C'est-à-dire que on est cette unité de cellules sexuelles masculines qui a rencontré une cellule sexuelle féminine, et on a en nous ce côté féminin et ce côté masculin. Et donc finalement, voilà, quand on a une sphère pelvienne, des fois on trouve des symphyses pubiennes, il y en a une qui monte, l'autre qui descend, on se dit oh là là, au niveau équilibre féminin-masculin, il y a peut-être un petit truc à revoir. Et voilà, tout cet équilibre, il est exactement pareil dans notre corps. Déjà, rien que nos glandes, tout est comme ça. Tout est équilibre féminin, masculin, chaud, froid, fonction endocrine, fonction exocrine. Donc on reçoit, on donne, on fait, on est. Et on est à l'image, en fait, de cet équilibre hormonal. Si on est toujours en train de faire, toujours en train de donner, on ne va pas pouvoir s'ouvrir à recevoir la vie. Ça va être compliqué. Et à contrario, si on est toujours en train de recevoir, et là notamment je pense tout ce qui va être nourriture, les personnes qui ont besoin de se combler au niveau émotionnel avec de la nourriture, avec de la matière, et ils vont s'enfermer dans leur état d'être et ils n'auront plus l'élan de faire. Donc c'est vraiment ce pur équilibre qui va permettre notre fertilité créative. Et donc pour retrouver son équilibre, donc, comme je vous le disais, voilà, c'est un chemin que j'ai emprunté moi-même, et c'est vrai que je me rappelle que sur ce chemin, souvent les anciens me disaient « laisse faire, ça va arriver tout seul ». Et ça avait vraiment tendance à m'énerver, parce que c'est vrai qu'on est dans cette course vers le bébé, hein, à un moment. On est dans cette course vers la grossesse où chaque mois, on est dans l'espoir qu'on va tomber enceinte, que ça y est, le bébé il va être là 9 mois plus tard. Et du coup, vraiment, on est dans cette cinétique où presque on a tellement envie d'être enceinte qu'on oublie même à la fin qu'il va y avoir un bébé. Et donc, c'est vrai que pour se laisser le temps pour pouvoir sortir de cette course et pour pouvoir écouter vraiment ce qui résonne profondément en nous, il faut déjà avant tout se laisser le temps d'être. Parce que si on est toujours en train de faire, ça va être compliqué pour comprendre un petit peu pourquoi ce corps, il ne veut pas. Qu'est-ce qui se passe concrètement dans notre corps pour écouter ce qui se passe et accueillir et accepter ce qui se passe dans notre corps. Donc les outils pour retrouver son état d'être,
C'est vrai que moi, j'aime beaucoup la méditation, mais là, je pense que pour ralentir, c'est vraiment un super outil. Et je pense notamment à cette méditation qui s'appelle la méditation du sourire intérieur, qui est une méditation qui est très connue qui a la capacité de réharmoniser tout le système hormonal, tout le système nerveux et tout le système digestif. Donc super beau cadeau à faire à son corps, qu'on a envie de concevoir ou pas. Et puis enceinte, ça fait des bébés rayonnants, hein, donc vraiment, je vous conseille. Et voilà, si on n'arrive pas du tout à méditer, bien entendu, le fait de masser son périnée manuellement, ça va aussi permettre de reprendre sa place. Donc c'est vrai que si on n'arrive pas du tout à méditer, là, effectivement, il faut se poser un peu la question de sur quel type de fauteuil je suis assis. En général, on est sur du design, fakir, en lévitation au-dessus de soi-même. Donc voilà, une belle invitation à se masser. Donc l'automassage du périnée, j'ai mis une version du massage sur YouTube avec différentes façons de masser. Il y en a une avec une balle de tennis, une où vraiment on va aller masser le périnée de façon externe. Et là, je pense à toutes ces femmes qui souffrent énormément de vaginisme, de douleur. Donc vraiment, le fait d'aller masser, d'aller reprendre contact, d'aller mettre ses mains au niveau de son périnée, ça va vraiment permettre de remettre de la conscience dans cette assise périnéale pour vraiment reprendre sa place. Et après, voilà, je remonte aussi sur la vidéo une technique qu'on va aller travailler en interne. C'est exactement la même chose que ce qu'on fait en ostéopathie gynécologique. On va aller vraiment à l'écoute de ces tissus, à l'écoute de ces tensions et aller voir un petit peu ce qui se passe. Donc je vous explique tout ça dans cette petite vidéo qui s'appelle l'automassage du périnée. Je ne me suis pas trop cassée sur le titre. Voilà. Et bien entendu, voilà, c'est vous qui avez tous les outils en main pour retrouver votre état d'être et votre état d'équilibre. Le rire, ça c'est magique. Au niveau hormonal, ça fait vibrer toutes les glandes et d'un coup, il y a tout qui se réharmonise. Donc, dans le Tao, on dit que le rire, c'est une poussière de joie qui fait éternuer le cœur. C'est joli. Et donc, voilà, si on est chanteur, le fait de chanter, si on est plutôt artiste, le fait de dessiner, tout ce qui va nous faire vibrer, cuisiner, marcher dans la nature, ça va vraiment nous aider à retrouver cet état d'être. Voilà. Et donc, je vais redonner la parole à Caroline qui va nous parler d'un arbre absolument passionnant. Alors, j'avais envie de vous donner un exemple d'une famille que j'ai suivie. Alors, ce qui est intéressant dans cette famille, c'est que je n'ai pas vu les femmes qui voulaient concevoir, mais j'ai vu leur mère. C'est-à-dire que Laura est venue me voir en me disant « Voilà, mes filles n'arrivent pas à concevoir des enfants, et moi, je suis un peu dans l'impuissance parce que je n'arrive pas à les aider. Est-ce qu'on pourrait faire un travail en transgénérationnel ? Et comment ça pourrait les aider ?» Donc, je lui ai déjà demandé est-ce que ces filles étaient OK avec ça. Bon, elles étaient OK. Et on a eu comme base qu'elle raconte les séances à ses filles après chaque séance et qu'on fasse un peu un débriefing pour que ces filles soient dans le processus, même si elles n'étaient pas là. Et moi, je trouvais ça intéressant de faire ça. C'était pour moi un peu une expérience parce que comme l'inconscient familial, c'est toute la famille, c'est intéressant pour moi de travailler sur quelqu'un, mais pas en direct en fait, et de voir que ça impacte aussi l'inconscient familial. C'était ça que aussi je voulais voir. Donc Laura est mariée avec Michel, donc, et ils ont 2 filles, Émilie et Sarah, qui sont toutes les 2 en couple et qui veulent donc concevoir des enfants. Donc le début de l'histoire, c'est que Émilie fait une fausse couche, et donc Laura vient me voir et me dit voilà, comment est-ce que je peux faire ? Je lui dis on va aller voir déjà dans votre branche maternelle. Donc par l'intermédiaire de sa mère Liliane, on est allé voir toute la famille. Donc elle m'a parlé de ses grands-parents, Pierre et Marie, donc, qui ont eu pas mal d'enfants. Le deuxième est mort à 4 ans d'une méningite. Après, il y avait donc sa mère Liliane. Après, il y a eu une fausse couche tardive. Et le dernier, c'est un petit bébé qui est mort à 3 jours. Donc en fait, dans la famille, chez les oncles et tantes de Laura, il n'y avait que 2 enfants qui étaient vivants. C'était ici le fils aîné et Liliane, sa mère. Donc à la suite de ce travail-là, donc évidemment pour Marie, c'était difficile, la grand-mère, parce qu'elle voulait pas mal d'enfants, et quand même sur 5, il y en a quand même 3 qui meurent, donc c'est quand même une grosse charge. On comprend quand on voit ça que les filles, elles ont du mal à concevoir des enfants. Hein. À la suite de ça,
est né Eric. Mais ce pauvre petit enfant était un grand prématuré. Je crois qu'il est né à 6 mois et il n'a pas vécu. Donc, et en plus, après ça, Sarah a fait une fausse couche. Donc Laura, qui avait un peu arrêté de venir me voir au moment où Eric est né, est revenue tambour battant en me disant il faut qu'on continue parce que ça n'a pas suffi. Donc je lui ai dit on va aller voir votre branche paternelle. Et ce qui était intéressant aussi dans cette famille, c'est que tout le monde s'y est mis. Donc aussi bien... alors quand on travaillait sur la branche de Liliane, donc la mère de Laura, il y avait Simon qui disait « Ouais, mais quand est-ce qu'on s'occupe de ma famille ?» Et c'était trop marrant parce qu'il y avait les grands-parents, les parents, les enfants, tout le monde était... C'était vraiment hyper beau à voir en fait, l'union familiale. Et donc Simon, lui, il raconte que dans sa famille, donc ses parents, c'est Jean et Rose, et ils ont eu pléthore d'enfants, hein. Donc le troisième est mort-né, mais ils en ont eu vraiment beaucoup. Alors là, vous voyez la différence entre d'un côté Marie qui n'a que 5 enfants et 2 vivants, et de l'autre côté Rose, elle fait des enfants tout le temps. Et Laura, elle me disait, ma grand-mère, elle me disait ah mais non, mais fais pas d'enfants, les enfants, il y en a tous les quarts d'heure, etc. Il y a autre chose à faire. Enfin, et c'était pas du tout la même approche en fait. Le souci qu'il y a eu avec ces grands-parents-là, Jean et Rose, c'est qu'ils sont décédés tous les deux jeunes. Les enfants étaient encore petits, donc les 3 derniers ont été placés. Les enfants placés, ça donne souvent dans la descendance de l'endométriose. On fait le lien en psychogénéalogie parce qu'en endométriose, les cellules de l'utérus migrent. Et là, on dit aussi que les enfants, ils migrent ailleurs. C'est des enfants élevés hors du nid. Et ça, c'est une grande cause de stérilité dans l'arbre. Donc, c'est aussi ce qu'on va voir. Donc, les 3 derniers enfants ont été placés. Donc, à la suite de ça, donc à chaque fois, j'ai demandé à Liliane et à Simon, déjà de parler de leur famille. Et par exemple, Simon, je lui ai demandé, oui, mais vos frères, ils ont été, votre frère, vos petits frères et sœurs, là, ils ont été où? Il me dit, ouais, ils ont été placés, mais ils ne savaient pas trop où. Donc après, on a été rechercher pour essayer de comprendre qu'est-ce qui leur était arrivé, quel impact ça avait eu sur leur vie. À la suite de ça, je leur ai demandé d'honorer les grands-mères, parce que j'ai demandé à Laura d'honorer ses grands-mères. Marie, parce qu'elle avait sûrement souffert dans sa chair de mère, et Rose aussi, parce qu'elle avait fait beaucoup d'enfants, et qu'elle était partie sûrement d'épuisement. Donc honorer les grands-mères, c'est par exemple, avec Laura, ce qu'on a choisi de faire, c'est elle avait des photos de ses grands-mères, et elle les mettait sur son bureau, elle allumait une bougie tous les soirs, et elle a fait ça jusqu'à ce qu'elle n'ait plus envie ou qu'elle oublie de le faire. Et ça a remis donc Marie et Rose à leur place. Et ça a permis que Lucie arrive en bonne santé et à terme. J'ai demandé aussi à ce qu'on honore Eric, parce que Eric, il avait fait le passage pour sa petite sœur. Donc c'était important que lui ait sa place. Et à la suite de ça, il y a eu une petite Jade et Marc. Et donc voilà le travail qu'on a fait. C'était intéressant de voir que Laura, de sa place, elle pouvait travailler, elle pouvait aider sa famille. Et je crois bien aussi que maintenant, cette année, il y a une petite fille qui est née aussi chez Sarah et Franck. Donc je crois que maintenant, ils sont au complet. Et la psychogénéalogie continue à œuvrer, donc c'est bien. Donc maintenant, ça a tout débloqué, et donc c'est intéressant. Et c'est vrai que d'aller voir ce qui se passe plus haut, ce qui s'est passé avant, ça permet aussi de prendre en compte les douleurs, justement, de Marie et Rose, j'ai envie de dire, mais aussi peut-être de Liliane qui a perdu ses frères et sœurs, de Simon dont les frères et sœurs ont été placés. Et toute cette antériorité-là fait que, évidemment, en bas, faire des enfants, c'est compliqué. Et donc d'aller voir chaque crypte et d'aller à chaque fois nettoyer, remettre du lien, remettre de la lumière, remettre de l'amour, ça permet que les enfants arrivent, et au moins eux, ils n'auront pas ça comme problème, c'est sûr, parce que leurs parents ont travaillé, leurs parents, grands-parents, arrière-grands-parents ont travaillé pour eux. C'est quand même génial, hein. Donc le projet Sens, c'est une période qui commence avec l'idée consciente ou inconsciente qu'ont les parents de concevoir un enfant. Et il y a 5 phases. Il y a la conception de cet enfant, sa gestation, sa naissance,
l'accueil de cet enfant dans la famille et sa première année de vie. Donc en fait, moi je vais regarder. Alors les conceptions, je trouve c'est intéressant parce qu'on a tous une conception et souvent ça. Comment je vais dire ça ? Souvent ça peut donner une couleur à notre vie future. Et c'est important pour, quand je vois des mères, de regarder le projet-sens des enfants. Donc ce que je conseille souvent aux mères quand elles ont des enfants, c'est de noter tout ce qui se passe dans la famille à peu près 1 an avant la naissance. Même 18 mois avant la naissance et 1 an après. Ça permet de voir un peu qu'est-ce qui s'est passé dans la famille qui peut impacter l'enfant. Parce que même si l'enfant, il paraît pas touché par ce qui se passe, il va de toute façon récupérer les émotions des spermatozoïdes de son père, il va récupérer les émotions de sa mère, soit par les ovules, soit par le fait d'être dans son ventre pendant 9 mois. Donc cet enfant-là, il fait partie de cet inconscient familial-là. Et si on arrive à voir un peu dans quelles conditions de vie il arrive, ça permet de résoudre des problèmes plus tard. Je le fais beaucoup avec les femmes qui viennent me voir quand elles ont des problématiques avec leurs enfants. Ça marche vraiment bien. J'en parlerai dans la conférence sur la naissance. Je ne vais pas tout vous dire aujourd'hui quand même. Donc on va aller regarder quand est-ce que l'enfant a été conçu. Est-ce que c'est après une fausse couche ou après un avortement ? Ça veut dire quand même dans un utérus mortifère. Donc ça peut être difficile à vivre. Pour la mère, si c'est un avortement subi, ou même après une fausse couche. Et aussi peut-être aussi pour le père. Est-ce que c'est un retour de couche et dans ces cas-là, l'enfant il arrive trop tôt ? Donc la maman va peut-être pas forcément être disponible à cet enfant-là parce que elle s'occupera peut-être de l'aîné. Ça peut être aussi après des difficultés de conception. Donc dans ces cas-là, on dit que l'enfant est précieux parce qu'il a été attendu longtemps. Et donc c'est un enfant qui porte beaucoup d'attentes de ses parents et de ses grands-parents parce que ça fait longtemps qu'on l'attend. Et ça peut être après un décès ou au moment d'un décès. Souvent on dit mort et renaissance. Souvent il y a des décès qui sont en lien avec des naissances. Et pourquoi est-ce qu'il a été conçu ? Des fois, ça peut être pour rabibocher un couple, c'est un peu soit un enfant de réconciliation, ça peut aussi être un enfant pansement ou un enfant médicament si un autre enfant est malade. Donc ça veut dire qu'il va quand même porter ça aussi. Le projet-sens, c'est un peu l'intention dans laquelle on arrive sur cette terre. Donc c'est important d'aller regarder. Bon, évidemment, c'est pas figé dans le marbre, donc une fois qu'on en prend conscience, ça peut changer, heureusement. Ça peut être un enfant conçu hors mariage. Bon, maintenant, c'est plus très important, les enfants conçus hors mariage, mais à l'époque, les enfants conçus hors mariage, ils étaient responsables du mariage de leurs parents. Parce que le fait qu'ils soient conçus faisait que les parents devaient se marier. Et donc, si le mariage des parents était une réussite, ça allait bien. Mais si le mariage des parents était un échec, c'était un échec aussi pour l'enfant. Et c'est une grosse responsabilité pour un enfant. Ça peut être aussi le premier enfant de la famille. Alors, soit le premier enfant d'une génération, ça veut dire que ça fait bouger tout le monde monte d'un cran, il y a une nouvelle génération qui arrive. Donc, les frères et sœurs deviennent des oncles et tantes, notamment. Et si c'est le premier enfant d'une famille, mais qui n'est pas forcément le premier enfant de la génération, ça fait quand même bouger aussi les gens de la famille. C'est-à-dire qu'avant, on était parents, enfants de nos parents, et on devient parents de nos enfants. Donc ça change la donne. Et ça veut dire aussi que nos parents deviennent grands-parents, que nos grands-parents deviennent arrière-grands-parents. Et tout le monde monte d'un cran. Donc ça, c'est un passage dans les familles, ces moments où les gens partent ou d'autres personnes arrivent, parce qu'on change de place. Et c'est pas toujours facile. Donc, on parle d'un enfant de remplacement quand il a été conçu après le décès d'un enfant. Donc il y a des enfants de remplacement célèbres. J'en ai nommé 2 là, mais en fait il y en a 3. Il y a Salvatore Dali. Lui, il disait qu'il allait avec ses parents sur la tombe de son frère qui s'appelait Salvatore aussi, et qui lui ont dit qu'il était la réincarnation de son frère. Lui, ça l'a beaucoup agacé. C'est pour ça qu'il a pris beaucoup de place, parce qu'il ne voulait pas vivre dans l'ombre de son frère. Après, il y en a un autre qui est Vincent Van Gogh, qui était aussi un enfant de remplacement. Il avait eu un grand frère qui s'appelait Vincent, qui était mort pile poil 1 an, jour pour jour, avant sa naissance.
Donc il allait pareil sur sa tombe avec sa mère et il voyait Vincent Van Gogh avec quasi la même date de naissance, le même nom, la même date de naissance. Bon, ça lui a pas trop bien réussi, hein. Et bon, à part pour ses tableaux peut-être, mais pour sa vie en tout cas. Il avait quand même un côté assez mortifère, Vincent Van Gogh. Et aussi, quand son frère Théo a eu un enfant, il l'a appelé Vincent, et Vincent Van Gogh, lui, est mort. Ça pose la question de est-ce qu'il peut y avoir qu'un seul Vincent Van Gogh vivant dans la famille? C'est ça que moi, je me pose toujours cette question. Je n'ai encore pas la réponse. Mais... Et il y en a un autre qui est Daniel Balavoine. Donc Daniel Balavoine, il disait tout le temps je suis sur le banc des remplaçants, parce que lui, il était d'une grande fratrie aussi. Il avait un frère qui s'appelait Xavier. D'ailleurs, lui, il s'appelait Daniel Xavier. Et son frère était mort... Alors, ce qui est intéressant avec Daniel Balavoine, c'est qu'il est né un 5 février. Son frère est mort un 5 février. Et lui, Daniel Balavoine, il est décédé un 14 janvier. Son frère était né un 14 janvier. Donc, on peut quand même se poser des questions. Moi, ce que j'aime bien regarder en psychogénéalogie, parce que je ne veux pas faire des suppositions qui ne sont pas basées sur quelque chose de réel, donc je vais toujours regarder ce qui est factuel. Et une chose factuelle, ça peut être une chance ou une malchance. Une deuxième chose factuelle, ça peut être une coïncidence. Et une troisième chose, c'est une cohérence. Quand pour Daniel Balavoine, il y a le prénom, la date de naissance, la date de décès, on peut se dire que c'est quand même cohérent, en fait. Et c'est ça qui est intéressant. Et lui, il le savait très bien. Et il disait tout le temps à sa mère, de toute façon, si Xavier n'était pas mort, je ne serais pas là. Et ça l'a beaucoup impacté. Voilà. Ce que je disais aussi, c'est que la conception oblige les parents à se marier. Et ça, ça fait pas des mariages très heureux, souvent, quand c'est des mariages un peu forcés. Et donc, l'enfant peut le porter vraiment. J'avais envie aussi de vous donner des questions à vous poser sur votre propre conception. Est-ce que votre père était heureux que vous arriviez ? Est-ce qu'il était dans une période agréable de sa vie ? Pareil pour votre mère. Est-ce que vous étiez attendu, désiré par vos deux parents ou par l'un des deux ? Et pourquoi par l'un et pourquoi pas par l'autre ? Et après, voilà, est-ce qu'il y avait des problèmes dans la famille, des choses qui étaient difficiles ? Est-ce qu'il y a eu des décès ? Est-ce qu'ils ont eu des difficultés à vous concevoir ? Est-ce que vous êtes un enfant précieux ? Tout ça, c'est intéressant d'aller se poser ce genre de questions, surtout quand nos parents sont encore là, parce qu'une fois qu'ils sont partis, c'est un peu dommage. Voilà. Donc, je vais repasser... On va clôturer, on va conclure sur cette belle image. Tu me la remets ? Ah oui. Donc en fait, voilà, donc avec Caroline, voilà, qui s'occupe des arbres généalogiques, et moi qui m'occupe un petit peu des humains, on peut imaginer un petit peu que l'humain, c'est un peu comme un arbre. Donc effectivement, on est issu de cette cellule masculine qui a rencontré cette cellule féminine et qui a créé cette petite graine. Cette petite graine, elle est plantée dans la terre, et cette terre, elle porte notre histoire. Et pour que cet arbre il se développe, il faut qu'il ait ses racines qui sont bien déployées, bien démêlées, et pour pouvoir se nourrir justement de cette nourriture terrestre. Et là, vous voyez, si cet arbre, il n'a pas conscience de l'histoire des dinosaures qui ont vécu il y a des milliards d'années, forcément, au niveau de ses racines, il va les refermer, il va avoir peur, il va dire « Oh là là, qu'est-ce qui se passe ? J'ai cette peur-là, c'est quoi ce monstre ?» Voilà, à la base de mes racines. Mais si on lui explique à cet arbre, on dit « Bah non, t'inquiète pas, c'était les dinosaures, ils ont vécu il y a des milliards d'années, tout ça c'est fini. » Il va pouvoir se détendre, il va accueillir son histoire, ça fait partie de son histoire, c'est comme ça. Et il va pouvoir grandir, il va pouvoir affronter les différents hivers, les bourrasques extérieures, être bien ancré là, dans l'instant présent. Et quoi qu'il arrive, il reste là, il est bien équilibré. Et puis il va pouvoir arborer, créer des fruits, des idées, des rêves, des bébés. Voilà. Et donc voilà, pour conclure, finalement, voilà, c'est le chemin que va emprunter cet arbre qui est important. C'est qu'il ait eu le courage d'ouvrir sa graine pour vraiment laisser ses racines se déployer dans la terre, pour pouvoir vraiment émerger du sol. Et donc finalement, voilà, c'est vraiment tout se passe sur le chemin. Moi, personnellement, je suis très contente d'avoir eu des problèmes de fertilité, parce que sans ça, je ne me serais jamais formée à l'ostéopathie gynécologique.
Je suis très contente d'avoir eu des traitements hormonaux pour essayer de tomber enceinte, parce que sans ça, j'aurais pas compris à quel point c'était important les hormones dans tout notre équilibre, dans notre état d'être. Et je me serais pas formée en endocrinologie. Et je suis très contente d'avoir été obligée d'investiguer sur mon histoire, parce que finalement, ça s'est passé comme ça. Et puis du coup, d'avoir rencontré Caroline. Donc voilà, c'est grâce à tout ça que voilà, je vous parle ce soir. Et finalement, voilà, c'est grâce à tout ce que vous allez parcourir sur ce chemin qui va donner justement ce nouvel enfant qui arrive. Parce que vous aurez déjà démêlé beaucoup de choses et vous évitez aussi pas mal de patates chaudes grâce à ce chemin. Et donc, ça vous permet en même temps de retrouver votre place dans votre corps. Donc, c'est un super cadeau pour pouvoir vraiment rayonner et arborer. Et grâce à ça, vous retrouvez vraiment votre état d'unité, votre place, et vous allez pouvoir quitter un petit peu toutes ces histoires transgénérationnelles et quitter un peu le personnel pour vous ouvrir à beaucoup plus grand. Parce que la naissance, c'est ça. C'est aussi s'ouvrir à beaucoup plus grand pour pouvoir, comme je vous disais, créer ce qu'on souhaite créer et s'ouvrir à recevoir la vie. Et donc ça sera un peu dans la même veine, hein, notre conférence sur la naissance. Justement, en ostéopathie gynécologique, on va parler justement de l'impact de l'équilibre hormonal sur la grossesse, hein, qui fait que parfois c'est un peu les montagnes russes émotionnelles. Parce qu'effectivement, ce bébé, il arrive sur un disque dur et il va parfois mettre en lumière certaines histoires de ce disque dur. Et donc, on verra ensemble comment rééquilibrer le système hormonal au cours de la grossesse. Je vous expliquerai aussi comment préparer le périnée à l'ouverture pour pouvoir vraiment vous ouvrir en toute confiance à recevoir la vie, pour pouvoir quitter sur le côté très mécanique des choses, est-ce que cet enfant passe, et pouvoir vraiment vivre ça dans l'instant présent, pouvoir vivre ça dans cet instant. Voilà, la naissance, c'est un instant, c'est un moment d'éternité. C'est un moment où il n'y a plus de temps. Et une naissance physiologique, c'est quelque chose qui ne laisse pas de traces dans les tissus. C'est quelque chose qui est naturel, qui vraiment juste vous permet d'ouvrir votre propre graine et de renaître à vous et à de nouvelles choses dans votre vie, qui redonnent un sens. Et voilà. Et voilà, c'est un acte sexuel, hein, cet accouchement, qu'on le veuille ou pas. À la base, c'est un acte sexuel qui va nous permettre de donner la vie. Et donc, ce bébé, il va passer par différents endroits très érogènes, le col utérin, il va passer pas loin du point G, il va ouvrir le clitoris. Et donc, ça va aussi permettre des naissances parfois orgasmiques, extatiques. Et c'est assez intéressant de comprendre comment ça se passe. Alors, pour rebondir sur ce que disait Hélène au niveau du chemin, moi, ce que je remarque, c'est un peu comme s'il fallait se désintéresser du but, en fait, et faire le chemin juste pour le chemin. Après, je sais que c'est difficile à faire, hein, dans tous les soucis qu'on peut avoir, mais c'est en prenant plaisir sur le chemin qu'on se désintéresse du résultat, et c'est là que le lâcher-prise arrive et qu'il y a quelque chose qui se passe. Et c'est là qu'on est hyper heureux. Donc en psychogénéalogie, je reparlerai du projet Sens, donc des autres phases, c'est-à-dire de la grossesse, de la naissance, de l'accueil de l'enfant dans la famille, est-ce qu'il est bien accueilli par tout le monde, et puis de sa première année de vie, à quelle place il arrive dans la fratrie, est-ce que c'est l'aîné, est-ce que c'est le troisième, est-ce que c'est le troisième garçon ou la troisième fille, voilà, et tout ça, ça va permettre de mettre en place des choses pour lui, pour sa première année de vie. Prendre sa place dans sa famille, c'est important, parce que mieux on prend sa place, plus c'est facile après quand même. Donc voilà, je voulais remercier Marine de nous avoir accueillis. Et voilà nos deux sites. Et donc on aura plaisir à faire cette conférence sur la naissance qui aura lieu le 8 décembre. Voilà. Non, merci beaucoup.